Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans ce beau cadre du ministère des Affaires étrangères. Le monde est particulièrement agité actuellement. On a le sentiment que les équilibres sont en pleine évolution. Le G7 en a été une illustration tout récemment. Avec quels mots pouvez-vous décrire ce monde actuellement? On est encore dans un monde multilatéral. Ce monde multilatéral est menacé. Il faut que chacun pense à soi. Comment vous décrivez la situation actuelle? Il y a une grande déstabilisation, une perte globale des repères. La meilleure image que je peux donner pour illustrer cette situation, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours lorsque le président Trump, en repartant du Canada, attaque le Premier ministre Trudeau, qui est son allié historique, et qu'il va en avion embrasser Kim Jong-un, qui est son adversaire historique. Personne ne comprend vraiment. Et donc, les points de repère sont en train de s'évaporer. Et il y a vraiment une crise profonde de la communauté internationale. Il y a aussi une espèce de désordre qui se met en place avec l'affirmation des puissances, du rapport de force permanent, et le fait qu'il n'y a plus d'outils de régulation, ou que les outils de régulation sont méthodiquement remis en cause en grande partie par les États-Unis d'Amérique. Alors que la relation transatlantique était jusqu'à présent finalement le point d'orgue de la stabilisation internationale depuis 1945. Ça, c'est en train de se terminer. Et l'autre ordre mondial n'avance pas, a du mal à émerger, et donc ça entraîne à la fois de l'inquiétude, de l'absence de prévisibilité et des risques importants pour la sécurité et aussi pour le développement mondial. L'Amérique de Trump a cassé toute possibilité de participer à l'accord sur le climat, pose des sanctions dans la politique commerciale vis-à-vis de ses alliés européens, casse un accord avec l'Iran sur le nucléaire. Jusqu'où peut aller ce démantèlement, même jusqu'à l'OTAN, même jusqu'à l'architecture elle-même? Il y a progressivement, mécaniquement, méthodiquement, une volonté de la part des États-Unis de remettre en cause tout ce qui peut ressembler à du multilatéralisme, c'est-à-dire au fait que le monde dans sa diversité essaye de faire en sorte que les rapports de puissance soient tempérés par des systèmes de régulation. Et que, par exemple, les Nations Unies, issues de la dernière guerre mondiale, soient l'outil, le lieu où à la fois on s'affronte, mais aussi on régule et on trouve les paramètres d'une stabilisation. Ça, c'est en train de se terminer par une volonté unique de la part des États-Unis de remettre en cause tous ces dispositifs. C'est une déconstruction, à la fois, vous l'avez dit, des accords qui ont été signés sur le climat, des accords communs qu'il y avait sur la solution de la crise au Proche-Orient, des accords sur le nucléaire iranien, là maintenant des accords sur les engagements commerciaux de part et d'autre. Ça ne touche pas uniquement l'Europe, mais ça touche d'abord les alliés. Et donc on est dans une situation très, très surprenante qui fait qu'il y a de l'inquiétude, il y a une recherche de stabilité. Et dans cette situation-là, la France a un rôle particulier à jouer. Parce que le seul pôle de stabilité qui existe maintenant, c'est le pôle européen, qui lui-même est en difficulté. Mais la bonne manière de sortir de cette espèce d'impasse internationale, c'est de faire en sorte que le pôle de stabilité franco-allemand se renforce. C'est ce que nous avons essayé de faire mardi, puisqu'il y a un séminaire franco-allemand mardi en Allemagne. Et en tout cas, c'est la volonté du président Macron de faire en sorte que dans cette période de risque, de tension, d'absence de prévisibilité, il y ait un repère, le repère franco-allemand. S'il ne reste que deux, c'est la France et l'Allemagne. Oui, et d'autres. Moi, j'ai eu tout à l'heure mon collègue espagnol au téléphone, d'autres qui veulent se joindre à cette identification d'une stabilisation face au désordre ambiant. Vous parlez de puissance, justement, ça a toujours été presque tabou en Europe. Et il faut que l'Europe devienne puissance. Il faut que l'Europe défende ses intérêts. Il faut que les démocraties deviennent fortes et qu'elles ne soient plus naïves comme elles l'ont été. Il faut que nous agissions comme si l'Europe était souveraine dans ses intérêts. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur
la relation transatlantique commerciale, puisque après les mesures qui ont été prises par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, et les mesures douanières qui ont été prises, qui touchent d'abord les Européens, nous avons pris aujourd'hui des mesures de rétorsion qui ont été adoptées cet après-midi pour faire en sorte que les Américains se rendent compte que ça jouait dans les deux sens, et que si on prenait des positions comme cela, bien, il y avait des positions inverses qui pouvaient se mettre en œuvre. Il faut que l'Europe s'affirme. Et elle s'est affirmée de manière unitaire dans cette affaire. Vous sentez côté allemand le même désir ? Je sens du côté de la chancelière le même désir. Je sens du côté de mon collègue M. Maas la même volonté. Je l'ai vu il y a 2 jours. Nous sommes dans la même logique. Je sens de la part de beaucoup de responsables allemands la volonté de traduire dans les faits ces engagements pour la refondation de l'Europe. Je sens aussi de la part d'un certain nombre d'interlocuteurs allemands le souci de répondre positivement aux appels qu'a lancés le président Macron sur l'Europe dans son discours de la Sorbonne. Mais c'est un long chemin. Mais en tout cas, il y a une responsabilité européenne énorme. C'est un nouvel enjeu pour l'Europe qui se pose aujourd'hui. Les élections sont dans moins d'1 an maintenant, les élections européennes. Elles sont analysées, perçues, pressenties comme un test périlleux pour l'Union européenne, puisque l'affirmation de force souverainiste est assez consistant. Quel signal doit lancer l'Europe dans l'année qui vient pour justement un peu inverser cette tendance ou pas ? Une Europe qui affiche sa puissance, sa force, parce qu'elle est réelle, et qu'elle n'a pas suffisamment mise en avant, et une Europe qui protège en même temps, et qui en particulier essaye de régler les grands défis qui sont devant elle, qui sont devant chacun des pays constitutifs de l'Europe, mais qui sont globalement les défis européens, qui sont les migrations, les enjeux de la transition écologique, les enjeux de la formation, les enjeux de l'éducation. L'opinion a besoin d'un signal fort. Le signal fort, c'est l'unité européenne pour affirmer ses positions économiques et pour affirmer ses positions de protection, particulièrement sur les migrations. Parce que l'enjeu migratoire, c'est un enjeu considérable. Ce n'est pas uniquement l'affaire de l'Aquarius. C'est l'enjeu pour demain des Européens, et qui doit se décliner d'abord de manière collective, parce que chaque pays individuellement n'y arrivera pas, et puis se mettre en œuvre de manière coopérative avec, en particulier, le monde africain. Il peut y avoir des avancées ? Il y aura un Conseil européen à la fin de ce mois. La France et l'Allemagne feront des propositions, en particulier en direction d'une gestion commune du droit d'asile, en direction d'une police des frontières qui soit effectivement efficace, en direction aussi de la volonté de développement à l'égard particulièrement des pays africains. Oui, ce rendez-vous-là peut être important, ce ne sera pas fini, mais l'enjeu européen de demain, ça sera ou bien une Europe forte qui protège, ou bien une Europe qui se délite et qui est soumise au vent contraire des différents jeux de puissance que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. La Russie, vous venez de la nommer, la Coupe du Monde vient de commencer en Russie. La position française évolue assez vite, pas assez vite. Quel plat sur la Russie Sur la Russie, nous avons toujours eu la même posture depuis que le président Poutine est venu à Paris peu de temps après l'élection du président Macron. C'est à la fois le dialogue et la fermeté. Nous n'acceptons pas l'annexion de la Crimée. Nous n'acceptons pas ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous ne sommes pas d'accord obligatoirement sur ce qui se passe en Syrie. Mais en même temps, la Russie est un grand pays, une puissance qu'il faut respecter. Donc nous avons ce dialogue assez ferme, mais aussi maintenu pour faire en sorte que les liens ne se délitent pas entre la Russie et l'Europe, la Russie et la France en particulier. Dernière question. Que vous est venu à l'esprit en voyant Kim Jong-un et Donald Trump annoncer un accord ? Bonne nouvelle pourvu que ça dure. C'est ça ma réaction. Bonne nouvelle parce que quand deux puissances comme cela, l'une et l'autre plus petite, mais quand ces deux pays qui ont toujours été adversaires violemment, Kim Jong-un et le président Trump se sont échangés des noms d'oiseaux de manière extrêmement forte il y a peu de temps, mais au-delà de cela, il y avait une situation très conflictuelle depuis la fin de la guerre de Corée. La Corée du Nord était en train de se doter de l'arme nucléaire. Le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils décident ensemble une collaboration de paix, que Kim Jong-un annonce qu'il va renoncer à l'arme nucléaire et qu'il est en passe de s'engager dans un processus de dénucléarisation de la Corée, très bien. Maintenant, il faut passer aux actes.
Parce qu'il y a déjà eu des précédents. Dans les années 90, son père avait déjà passé un accord à peu près du même type avec les États-Unis. Alors il n'y a pas eu la solennité de cette rencontre à Singapour, mais il y avait eu des actions qui avaient été engagées en commun et elles n'ont pas abouti. Donc oui, bonne nouvelle, mais attention, précaution. Vous avez été longtemps au ministère de la Défense, vous êtes aux Affaires étrangères. Ça a changé votre vision du monde? Ça l'a complété. Le ministre de la Défense, il est là pour permettre aux autorités gouvernementales, au président de la République en particulier, d'avoir les moyens de son action. Le ministre des Affaires étrangères accompagne le président de la République dans les choix stratégiques qu'il fait. C'est une autre dimension. Je vous remercie.